ravie de vous accueillir pour ce second webinaire organisé par notre collectif Sciences Po Lycée. Celle à qui nous allons laisser la parole dans très peu de temps nous fait un grand honneur d'être là ce soir pour nous présenter les enjeux et les défis de la préservation du patrimoine égyptien. Le professeur Galila El-Hadi a une expérience de 30 ans dans la recherche et l'enseignement de l'aménagement urbain. Elle a étudié l'architecture à la faculté d'ingénierie de l'Université du Caire et l'urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris à l'Université Paris-XII. Galila El-Hadi est directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD France. Elle est actuellement membre des experts internationaux de l'UNESCO en conservation du patrimoine urbain et architectural de la modernité dans le monde arabe. Œuvrant pour la coopération entre les institutions de recherche d'enseignement en Égypte et en France, vous avez, madame, cofondé en 2010 le programme du Master Patrimoine culturel à l'Université française d'Égypte, avec l'Université Sorbonne. Vous avez été responsable également de l'unité de recherche sur l'environnement urbain de l'IRD et vous avez été chef de département d'architecture à l'Université française d'Égypte. Si vos travaux ont d'abord porté sur l'Égypte, ils se sont ensuite étendus à l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée du Sud. Vous avez obtenu avec succès des financements européens et coordonné 2 projets de recherche portant sur la sauvegarde du patrimoine en Égypte, en Syrie, puis dans les pays du sud de la Méditerranée. Votre recherche, initiée en 1984 sur la Cité des Morts au Caire, vous a conduit à lutter activement pour la sauvegarde de ce site historique et a abouti à l'intégration des cimetières du Caire en 2013 au périmètre de sauvegarde du Caire historique, un site du patrimoine mondial. Vous êtes mobilisé à nouveau pour la Cité des Morts il y a peu dans le cadre du plan stratégique du Caire à l'échéance 2050. Vous avez aussi été consultante entre 2013 et 2017 auprès du gouverneur du Caire pour le projet de réhabilitation du Caire Khedivien. Madame, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. À travers votre parcours, vous représentez pour nos élèves un modèle de femme, née au Caire, militante et engagée pour la sauvegarde du patrimoine architectural et urbain. Peut-être allez-vous créer des vocations ce soir. Assez parlé, je laisse désormais la parole à Monsieur Tsibatou qui va introduire notre sujet. Merci bien Rachel et bonsoir à tous. Donc le patrimoine, notion juridique et individuelle désignant la transmission de biens par héritage au sein d'une famille, a connu au cours de la période contemporaine une extension de son champ d'acception. Comme le dit le haut fonctionnaire d'État Marc Guillaume, tout est devenu patrimoine, l'architecture, les villes, le paysage, les bâtiments industriels ou encore le code génétique. Cette extension de la notion du patrimoine, associée à une plus grande ferveur des populations pour les traces du passé, comme en témoigne notamment l'émotion suscitée par le récent incendie de Notre-Dame de Paris, ou encore la démolition en 2003 de la villa de la diva égyptienne Kulthum, a généré partout de nouveaux enjeux culturels, économiques et politiques, spécifiques à cette nouvelle catégorie de biens communs. Le patrimoine égyptien, enrichi par des millénaires de civilisation, mais aussi amoindri par des siècles de destruction, ne déroge pas à la règle et se trouve plus que jamais au centre de toutes les attentions, comme au centre de toutes les négligences, de toutes les intentions de l'unir ou de le sauvegarder, en fonction d'intérêts souvent divergents. Quels sont alors les enjeux et les défis du patrimoine égyptien ? Quelles politiques de sauvegarde du patrimoine sont mises en œuvre par le législateur et avec quels acteurs doit-il désormais composer pour sa gestion ? Madame El-Hadi, je vous cède la parole et vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je suis vraiment très heureuse d'intervenir aujourd'hui devant des lycéens. Je n'ai vraiment pas l'habitude. J'ai l'habitude d'intervenir toujours dans les universités. Mais ça sera une bonne occasion pour moi. Je remercie Monsieur Tsibatou d'avoir
introduit la notion du patrimoine, comme ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc, je passe les premières diapos où j'avais prévu d'expliquer un peu la notion du patrimoine. Maintenant que c'est fait, je passe rapidement là-dessus pour arriver à... bon, ça, c'est les catégories du patrimoine comme définies par l'UNESCO. C'est le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine naturel. Et ça, c'est vraiment construit au fil du temps. Comme on le sait, le patrimoine, c'est une notion élastique qui s'élargit de façon chronologique et de façon typologique, de façon géographique. Donc, chronologique pour inclure de plus en plus d'objets, et chronologique pour inclure de plus en plus de périodes historiques, et typologique pour inclure de plus en plus d'objets, et géographique pour aussi intégrer de plus en plus de pays. Concernant la patrimonialisation, puisque mon propos porte sur le processus de patrimonialisation, c'est un acte culturel qui engage une relation à la mémoire et aux faits symboliques que représente le bien. Moi, au sens où je l'entends aujourd'hui, le patrimoine que je vais aborder, il évoque les objets architecturaux et les sites urbains, qui sont des témoins matériels du passé, bien évidemment. Le processus de patrimonialisation attribue de nouvelles fonctions à ce legs urbain comme lieu et support de communication, de connaissance, de construction de culture, d'identité, mais aussi lieu de contemplation esthétique, de loisirs passe-temps, moteur de développement local et régional, et enfin, prétexte à l'activité touristique, à la production de revenus touristiques. Il comporte plusieurs étapes successives, ou bien concomitantes, de contemplation, d'appréciation, de documentation, de sélection, de classement, d'édiction de lois de sauvegarde, de création d'institutions spécifiques de la gestion, de cette protection, de la mise en place des outils de sensibilisation, de formation et d'entretien permanent. Donc moi, je vais aborder presque tous ces aspects du processus de patrimonialisation dans le cas égyptien. Je vais donc en retracer la genèse suivant 6 périodes principales. La première période, elle va du 7e siècle à la fin du 8e siècle. Et cette période-là est caractérisée par l'existence d'un système qui a été établi au Xe siècle et qui consistait à immobiliser un fonds productif de revenus qui ne peut être ni vendu ni donné, et d'affecter son produit à l'entretien d'une fondation publique d'intérêt général, par exemple une école, une mosquée, une église. Donc la sauvegarde et l'entretien de l'objet qui est immobilisé, le fonds qui est immobilisé, et celui qui l'entretient, la sauvegarde sont requis tant pour la fondation qui rapporte de l'argent que pour celle qui en coûte. Ça, c'était un processus qui était géré par une administration qui s'appuyait sur une juridiction très complexe. Il y avait donc un système de gestion, il y avait une sélection d'objets précis pour leur valeur symbolique ou leur valeur historique ou leur valeur architecturale, etc. Donc, suivant un système de valeurs. Et puis, il y avait une transmission, et autour de tous ces objets-là, il y avait un corpus d'informations. Ça veut dire qu'il y avait donc un système de sauvegarde et de gestion. La deuxième période, donc, va de 1797 à 1882. C'est une période de découverte de l'appropriation du patrimoine égyptien qui devient un patrimoine déjà de l'humanité, hein, et de la patrimonialisation suivant de nouvelles méthodes qui sont les nouvelles méthodes savantes de l'Occident.
Donc, au cours de cette période, les savants de l'expédition de l'Égypte mettent à jour les trésors de l'Antiquité pharaonique qui étaient jusque-là occultés. Ils dotent le pays d'un nouveau patrimoine qui devient le support d'une connaissance universelle pour son haut intérêt pour la science. Donc, il y a Champollion qui déchiffre la pierre de Rosette, Mohamed Ali, le souverain égyptien, qui a été porté au pouvoir en 1805 et qui est considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Il émet la première ordonnance de protection et il constitue la première collection d'objets exceptionnels de 188 pièces qui sera vraiment le noyau du premier musée d'Égypte, et il confie sa gestion, la gestion de ce musée au savant Auguste Mariette. Donc, au cours de cette période, le cadre juridique et institutionnel s'enrichit par la création d'une administration autonome. Et ses attributions se précisent: protection, fouille et enrichissement du musée avec les produits de la fouille, et aussi la fondation d'une école d'égyptologie en 1868 pour former l'élite égyptienne et lui faire prendre conscience de ce nouveau patrimoine. Donc, il y a François Maspero et il a un adjoint égyptien qui s'appelle Ahmed Kamal, qui est le premier conservateur adjoint. Ils fondent ensemble plusieurs musées dans les provinces, et ils font aussi, il y a la création du comité de conservation des monuments de l'art arabe qui fait l'inventaire et le classement pour élargir la notion du patrimoine. Bon. Entre 1882 et 1847-52, c'est-à-dire avant la Révolution, donc la Diapo 9, la notion des antiquités s'élargit de façon chronologique pour inclure les époques byzantines et gréco-romaines, donc plus anciennes, et aussi elle s'élargit de façon typologique pour intégrer de plus en plus d'objets. Il y a aussi l'édiction de la première loi cadre en 1912. Après la Première Guerre mondiale, 1919, marque un tournant important au niveau de l'appropriation et de l'identification de l'élite égyptienne au patrimoine. Il y a la naissance, à cette époque-là, du mouvement national, la lutte pour l'indépendance et la Renaissance qui est accompagnée par une Renaissance égyptienne qui comprend la Renaissance des arts, de la littérature, de la peinture, de la sculpture. Et le sculpteur Mahmoud Mokhtar crée ses plus belles œuvres, parmi lesquelles la statue de la Renaissance d'Égypte qu'on voit à droite et à gauche, la statue de Nahdat Masr, que peut-être certains d'entre vous connaissent. En même temps, le poète Ahmad Shawqi, donc diapositive 10, baptisé prince des poètes, compose des hymnes à la gloire du fleuve et du temple de Karnak que le chanteur Abdelwahab chante. À la veille de la prise du pouvoir par les officiers libres en 1952 et la chute de la monarchie, le patrimoine égyptien était géré par une loi cadre, celle de 1925, qui s'est étendue chronologiquement pour inclure d'autres périodes et plus anciennes et plus récentes. La période de 1952 à 1985, donc à partir de la chute de la monarchie et la prise du pouvoir par les officiers libres, diapositive 11, le patrimoine a été en quelque sorte mis entre parenthèses parce que la course à la modernisation, il fallait aussi répondre au plus pressé, aux défis internationaux, ce qui a laissé un peu le patrimoine et sa sauvegarde à l'écart. Mais avec la construction du premier barrage et la menace, le premier barrage a supprimé plein de villages nubiens,
Donc, il fallait quand même sauver le temple d'Abou Simbel et le temple de Fiyala, qui sont des icônes de l'Antiquité égyptienne. Hein. Et donc, ça a été un moment de grande solidarité internationale pour le sauvetage de ces deux temples-là. Et c'est à l'occasion de cette opération-là et de cette solidarité internationale, il y a eu la première convention de 1972 de l'UNESCO et le terme patrimoine de l'humanité est né à cette date-là. Bon, à partir de cette date-là, des projets de restauration, de réhabilitation commencent à être mis à l'œuvre, en particulier, donc diapositive 12, hein, dans la vieille ville du Caire. Et le Caire historique est classé sur la liste du patrimoine de l'humanité en 1997. Cette inscription-là marque bien évidemment la valeur universelle de ce site-là. Hein. La diapositive 13, hein, à partir de ce moment-là, l'appropriation du patrimoine, de l'art arabe en particulier, commence vraiment à s'opérer en Égypte, notamment par l'élite culturelle. Et le patrimoine commence à être visité. Les intellectuels se déplacent du café riche du centre-ville qui est à gauche au café de Fishawi au Khan Khalili. La diapositive 14, hein, on commence aussi à découvrir l'œuvre de Hassan Fathi qui était méconnue, notamment son ouvrage Construire avec le peuple, et on apprécie aussi le Caire historique, et on commence à y voir autre chose que la misère et la saleté. Ces diapositives-là montrent le grand architecte Hassan Fathi et sa maison à Darb el Labana, qui est devenue actuellement un centre d'accueil, un centre culturel qui s'appelle Beit el Mamar. Et les gens commencent aussi à aller le visiter dans sa maison. Et petit à petit, dans les années suivantes, il y a eu plusieurs sites qui ont été classés sur la liste du patrimoine de l'humanité. Et à l'heure actuelle, l'Égypte a 7 sites, diapositive 15, qui sont classés sur la liste du patrimoine de l'humanité. Vous pouvez les voir sur cette diapo. Concernant la liste nationale du patrimoine, elle comprend 3 réserves naturelles, 821 monuments coptes islamiques et juifs et 15 sites archéologiques englobant 3200 monuments qui sont répertoriés dans le répertoire égyptien. Donc, diapositive 16, hein, maintenant, la notion du patrimoine va s'étendre pour inclure le patrimoine du 19e, 20e en Égypte. Et c'est en 1984 où il y a eu un colloque qui a été organisé par l'Agacan, et c'est là que la question du legs du 19e, 20e siècle est abordée, et on commence à remettre en question les termes coloniaux qui caractérisent l'architecture et les villes de cette époque, en lui substituant des termes hybrides, éclectiques, et on réclame la reconnaissance de ces produits en tant que patrimoine. Diapositive 17. Et Hassan Fathi, qui était invité d'honneur de ce colloque-là, qualifie la banlieue de Léopolis, qui est une ville satellite qui a été créée au début du XXe siècle par le baron Empin, de mariage heureux entre l'Occident et l'Orient. Mais en fait, ce discours sur le patrimoine du 19e, 20e n'a pas eu beaucoup d'impact sur la prise de décision. Rien ne se fait, mais c'est surtout grâce au tremblement de terre qui a frappé l'Égypte en 1990 qu'une nouvelle prise de conscience de ce que l'on risque de perdre émerge. Ce cataclysme a été en quelque sorte salvateur pour les sites et architectures produits au milieu des 19e, 20e et dont on réclamait la reconnaissance en tant que patrimoine.
qui, bon, elle incluait des palais, des écoles, etc., bon, plein et des sites, parmi lesquels le Caire kédivien et de nombreux sites d'autres villes, la ville d'Alexandrie, la ville de Port Saïd, la ville de Mansoura, la ville de Damanour, toutes les grandes villes de l'Égypte ont leur centre historique créé au milieu du 19e siècle, mais le plus important, ou les deux plus importants sont bien évidemment ceux d'Alexandrie, du Caire et d'Alexandrie. La période donc qui s'étend entre 1992 et 2011, on peut la caractériser comme étant l'âge d'or du patrimoine. Il y a eu une grande campagne après le tremblement de terre de sensibilisation aux valeurs du patrimoine 19e, 20e et à la nécessité de sa sauvegarde qui a été menée par Suzanne Moubarak, qui est l'ex-femme du feu président Moubarak, et avec l'assistance de l'hebdomadaire anglais l'Ahram Weekly. À cette époque-là, il y a eu plusieurs décrets qui ont été émis entre 1993 et aussi 1998. Et ces décrets-là ont organisé la sauvegarde de ce patrimoine et sa gestion. Une autre action, diapositive 21, a été la réutilisation du bâti ancien. C'est une initiative du ministère de la Culture qui entame une politique de réaffectation de nouveaux usages au palais et villas du 19e siècle, usages touristiques comme ici à l'hôtel Marriott, qui était un ancien palais d'Ismaël, diapositive 22, à l'hôtel Salamlek à Montaza à Alexandrie, diapositive 23. Le secteur privé se met aussi à suivre la même politique avec la restauration d'une quinzaine de bâtiments publics au centre-ville, parmi lesquels donc le musée Mahmoud Khalil à Giza, le musée pas seulement au centre-ville mais aussi dans le centre, dans l'espace central du Caire, le musée de Mahmoud Khalil à Giza, le musée Chaoui à Giza aussi, diapositive 23, avancée, la diapositive 24, la bibliothèque Moubarak à Giza, la bibliothèque du Grand Caire à Zamalek, qui sont toutes les deux affectées à des fonctions éducatives. Et puis, la restauration, comme je vous ai dit, il y a là un certain nombre de bâtiments qui ont été restaurés au centre-ville du Caire entre 2000 et 2003, la diapositive 25. Donc, on voit en haut à gauche le bâtiment le club des diplomates, à droite le grand magasin Orzibak et puis un certain nombre d'immeubles. Mais on peut voir aussi à droite la deuxième photo qui est en dessous du magasin Orzibak, la réhabilitation de voies en les transformant en voies piétonnes, ce qui est une première en Égypte. Ces initiatives-là de restauration se sont étendues à d'autres villes, à d'autres quartiers du Caire, pas seulement, diapositive 26, on voit ici les quartiers anciens qui ont été créés au 19e siècle, Héliopolis, Kouba, Choubra, Daher, l'île de Zamalek, Garden City, le centre-ville, Mahadi, Helwan, les banlieues ouest. Donc, dans ces quartiers-là, on a commencé aussi à inventorier et à classer les bâtiments dits de grande valeur. En même temps aussi, la diapositive 27, il y a eu un projet qui a été financé par la Communauté européenne
que j'ai eu l'occasion de coordonner, qui avait comme objectif de définir un nouveau mode de gestion du patrimoine 19e, 20e. Et ce projet qui a commencé en l'an 2000 a accompagné toutes les initiatives du gouvernement. Il voulait aussi appuyer les décideurs dans leurs initiatives en leur proposant un nouveau système de gestion. La diapositive 28, donc là, c'était un poster qu'on avait conçu pour sensibiliser les gens sur le secteur sur lequel intervenir. Ce sont des immeubles de pointe de repère du centre-ville du Caire et aussi d'Alep. Donc, un des produits a été la construction d'un système d'information géographique, diapositive 29, pour les centres-villes du Caire et d'Alep. Hein. Voilà. Et en même temps aussi que nous étions en train de mener notre programme qui a duré entre 2000 et 2006, le cadre législatif et institutionnel en Égypte, diapositive 30, s'étoffe avec en 2002 la création du National Organization for Urban Harmony, qui est une institution qui va s'occuper surtout du patrimoine 19e, 20e, en faisant des inventaires et des classements de ce qu'on a appelé les sites et bâtiments de grande valeur, et qui est aussi une nouvelle forme de protection locale qui vient s'ajouter à la protection en fonction de la loi des antiquités de 1983, qui vient aussi appuyer les protections de type international pour les sites qui sont classés sur la liste du patrimoine de l'humanité. Elle s'appuyait sur deux lois, une loi de 2006 et une autre loi de 2008 qui ont été toutes les deux approuvées par le Conseil suprême de l'Urban Planning and Development en 2009. Ce qui veut dire que le patrimoine égyptien, toutes ces catégories confondues, jouissait d'une très forte protection et s'appuyait sur un cadre législatif et institutionnel qui est assez étoffé. Donc, dans cette nouvelle institution-là va commencer aussi à étendre son action, diapositive 31, aux villes du Delta, Alexandrie, mais aussi la ville de Mansoura. Comme vous voyez sur le plan là, il y a eu un inventaire et toutes ces petites photos-là représentent tous les bâtiments de grande valeur qui ont été inventoriés pour être classés et protégés dans la ville de Mansoura et qui datent tous de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Pour le Vieux-Caire, en même temps que se poursuivent toutes ces actions-là, il y a eu un projet très important qui est le projet qui a porté sur un des deux quartiers principaux de la vieille ville du Caire, qui sont Gamaleya et Darb al-Ahmar, diapositive 32, et qui a commencé en 2000 et qui s'est terminé en 2011 et qui a été financé par la fondation de l'Agacan. Là, on voit, c'était un grand projet de régénération urbaine de ce quartier-là. Là, on peut voir sur les photos, des photos qui montrent comment on a restauré, comment ils étaient les bâtiments avant la restauration, et comment ils sont devenus après. Vous avez trois photos, deux à gauche et une à droite. Dans le même temps aussi, l'Agacan, la Fondation a créé un très grand parc en 2004 qui est le parc de Lazare, qui a été créé sur une décharge d'ordures qui séparait les cimetières de la vieille ville et qui a été, comme j'ai dit, accompagné par le projet de Darb al-Ahmar. Ça, c'est la diapositive 33. La diapositive 34, en même temps aussi, le ministère des Antiquités
intervient pour réaliser des restaurations des monuments de la vieille ville, mais aussi la réhabilitation de certains, la réhabilitation et régénération de certains axes principaux, parmi lesquels la rue El Moaz. Vous pouvez voir à gauche la rue El Moaz quand elle était envahie par les eaux souterraines, et puis les deux autres diapos qui montrent après la régénération. Et cette photo-là montre après la transformation de la rue El Moaz en rue piétonne, et à gauche, c'est le complexe de Kalaoun. Ça, c'est la diapo 35. La diapositive 36, donc en 2011, il y a eu une révolution en Égypte, comme vous savez, et pendant et suite à cette révolution-là, pendant 2-3 ans, il y a eu un vide sécuritaire qui a généré des actes de vandalisme qui ont touché le patrimoine architectural et urbain. Et ça s'est poursuivi, hélas, avec beaucoup de retombées négatives. Donc, on peut considérer, c'est-à-dire après l'âge d'or que j'ai mentionné tout à l'heure, entre 1992 et 2011, on va tomber dans l'âge des ténèbres où les actes de vandalisme ont touché les musées, le musée d'égyptologie, le musée de l'Arish au Sinaï, le musée d'art islamique, le musée de Malawi. Il y a eu aussi des églises coptes qui sont classées, qui ont été détruites, mais aussi des bâtiments publics comme le centre de recherche, ça je suis à la diapo 38, le centre de recherche de la faculté polytechnique de l'Université du Caire, l'Institut d'Égypte, le parc botanique d'El Orman à Giza, à gauche. En même temps aussi, on a assisté, diapo 39, à des formes de spéculation foncière qui a vraiment mis le patrimoine 19e, 20e en péril, et presque tous les efforts qui étaient entrepris depuis les débuts des années 90 et qui ont fait prendre conscience aux responsables et à la population de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine pour sélectionner, classer, etc., se trouvaient vraiment mis en danger. Là, cette diapo-là, elle montre la villa à Guion, qui a été quasiment démolie. Elle est à Alexandrie. Elle a été, c'est une villa qui a été conçue par l'architecte français Auguste Prérin, et ça, c'était en 2012. Une autre villa, la villa Assia Darer, elle aussi, elle a été démolie, et comme vous pouvez le constater, elle a été remplacée par cet immeuble de plusieurs étages. Ça, c'est la diapo 40. Donc voilà, c'est-à-dire que le patrimoine 19e, 20e siècle a été mis en péril, mais aussi le patrimoine de la vieille ville, la diapo 41. La spéculation foncière a touché vraiment le cœur du Caire historique par la construction d'immeubles de très grande hauteur collés aux monuments historiques. Comme vous voyez dans cette diapositive-là, la mosquée de Aslam Selahdar, un immeuble que vous voyez là, a été collé, alors que chaque monument a un périmètre de sauvegarde, et il y a aussi des réglementations pour le nombre d'étages à respecter, etc. Donc rien n'a été respecté, et toutes ces formes de spéculation-là ont mis vraiment en péril le site du patrimoine mondial qui est le Caire historique. Je vais vous montrer quelques diapos qui vous montrent vraiment les menaces, toutes ces constructions illégales qui ont défiguré les rues du Caire historique dans diapositive 42. Voilà. Voilà. Mais aussi, ça a atteint, diapositive 43, les monuments de la Cité des Morts,
dont certains ont été transformés comme la coupole de Ghani el-Ashrafi qui menace ses ruines, mais aussi transformée en dépôt d'ordures. Une autre forme de vandalisme, la diapositive 44, a été le pillage des éléments, des éléments décoratifs des mimbars, comme on peut le constater ici, qui se vendaient dans les ventes aux enchères ou sur Facebook. Voilà, ça c'est un des mimbars. Vous voyez, tous ces trous-là sont les éléments décoratifs qui ont été retirés de ce mimbar-là et vendus ailleurs. Diapositive 45, on peut voir en haut à gauche le quartier. C'est une vue à partir du parc de Lazare, le quartier de Darb el-Ahmar, avant la spéculation foncière, donc avant 2011. Vous voyez bien au premier plan les bâtiments qui ont été restaurés. La photo d'en dessous, ce sont les transformations dues à la spéculation foncière. Donc tout ça a été démoli et remplacé par des bâtiments de plus grande valeur qui rendent le Caire historique de moins en moins historique, avec ces bâtisses informelles et très laides qui remplacent les anciens bâtiments. L'autre photo qui est à droite, en bas, montre aussi l'introduction de ce type de bâtiment. Le centre moderne, diapositive 46, n'a pas non plus été épargné. Les rues du centre moderne ont été envahies par les marchands ambulants, comme on peut le constater sur les deux diapositives exposées devant vous. À gauche, c'est la rue Talhat Harb, où les marchands ambulants occupaient tout l'espace, ne laissant aux voitures qu'un seul couloir pour circuler. À droite, ce sont le type de marchandises qui y étaient vendues. Diapo 47, en 2013, on commence d'abord à s'occuper du Caire kédivien. On va transférer les marchands ambulants dans un autre endroit. Comme vous pouvez le constater, les deux diapositives à droite et à gauche montrent ce type si on peut dire, ce type de nettoyage dans le Caire kédivien, le centre moderne du Caire. Et puis le gouvernorat du Caire entreprend un projet de restauration et de réhabilitation du centre-ville qui est au milieu, avec les bâtiments que vous voyez à droite et à gauche, dont les façades ont été ravalées, mais aussi les zones piétonnes ont été de nouveau réhabilitées. En 2015, il y a eu un forum urbain et au cours de ce forum-là, les défis qu'affrontait le patrimoine égyptien ont été évoqués et les recommandations suivantes ont été émises. Comme vous pouvez le constater, ce sont des recommandations qui vont dans le sens de la sauvegarde du patrimoine égyptien, pas en tant qu'un élément du développement en général et du développement durable en particulier, mais l'élément, le moteur qui devient le moteur de ce développement-là. En même temps aussi, en 2012, l'UNESCO lance avec le ministère des Antiquités un projet de régénération du Caire historique que vous voyez sur ce plan-là et qui visait à définir un projet de gestion globale du Caire historique. Et puis, en même temps aussi, on commence vraiment à corriger les actes commis contre le patrimoine par la récupération des objets volés, qui étaient les 1000 pièces volées du musée de Malawi,
donc on a reconstruit, on a restauré le musée de Malawi et récupéré les objets qui, une partie, ou la plupart, 90% des objets qui étaient volés. On a eu aussi la reprise des fouilles archéologiques qui a mis en lumière d'autres trésors de l'Égypte antique. On a construit de nouveaux musées, le NIMEC, au Caire, à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, à Tanta, et l'État aussi a commencé à sensibiliser la population à l'histoire glorieuse de l'Égypte ancienne en organisant deux grandes festivités, l'une pour le transfert des momies de l'ancien musée d'égyptologie vers le nouveau musée de Nimègue et l'autre pour l'inauguration de l'itinéraire des béliers à Luxor. Reste quand même que le patrimoine égyptien, il affronte un certain nombre de défis, parmi lesquels, diapositive 53, on peut citer l'insuffisance de l'appréciation générale du patrimoine et les nécessités de sa sauvegarde, parce qu'il n'y a pas vraiment un consensus sur le sens du patrimoine. Les gens confondent toujours le mot patrimoine avec le mot antiquité, alors que le patrimoine, c'est beaucoup plus large, il englobe les antiquités et d'autres objets. Il y a aussi le fait qu'il y a une priorité qui est donnée au projet de développement économique et surtout de modernisation urbaine qui se fait au détriment du patrimoine, comme je vais le montrer par la suite. Il y a aussi, et ça c'est un gros problème, le non-respect des lois de protection et le laisser-aller des autorités gardiennes du patrimoine, dont le ministère des Antiquités, et l'absence de coordination entre les différentes instances. À titre d'exemple, le ministère des Antiquités, les gouvernorats, le ministère des Waqf qui gère une grande partie du patrimoine islamique, etc. La diapo suivante, la diapo 54, et donc à cause de tous ces défis-là, le patrimoine qui se trouve le plus menacé et le plus en danger, c'est le patrimoine architectural urbain, parce que il est au centre des villes, il est objet à la pollution, il est objet à l'expansion, l'identification urbaine, le trafic, il est l'objet aussi des projets de modernisation urbaine. Parmi ces actions-là, en 2020, il y a eu la construction d'un pont à gauche qui a mené à la destruction de nombreuses tombes, des tombes dans la Cité des Morts qui sont d'une très grande valeur architecturale et symbolique. C'était le pont El Fardos qui a traversé la nécropole d'est en ouest, la nécropole de Mamlouk. On voit les dégâts qui ont été occasionnés avant le passage de ce nouveau pont-là. À gauche aussi, on voit qu'un autre pont qui a défiguré un des monuments rares de l'Égypte, qui est l'aqueduc d'Ibn Touloun, qui a été construit au 8e siècle. C'est le premier aqueduc en Égypte. Diapositive suivante, 55. Un autre projet aussi de modernisation pour faciliter la circulation en Égypte. On peut voir en rouge foncé les nouveaux axes qui vont être élargis autour de la nécropole est des Mamelouks à droite et la nécropole sud en bas, qui encerclent, qui traversent ces deux nécropoles-là et qui vont provoquer la démolition de 2700 tombes qui sont de très grande valeur. Le plan que vous avez en face de vous, c'est le plan du Caire historique qui inclut les deux grandes nécropoles qui sont censées faire partie de ce Caire historique-là et donc patrimoine de l'humanité.
qui est protégé par les mêmes lois que le Caire des vivants. Donc, c'est une très grosse atteinte au patrimoine de l'humanité. Les deux photos à droite vous montrent les qualités architecturales de deux tombes de personnalités très connues de l'histoire de l'Égypte du 19e siècle. Parmi les tombes qui vont être touchées, on trouve 67 tombes de personnalités très connues et très respectées de l'Égypte des années du XXe siècle, en particulier la première partie, après, qui ont milité pour l'indépendance de l'Égypte, qui était Premier ministre, qui était pionnier dans l'art, la culture, dans la poésie, etc. Bon, tout cela, bien évidemment, menace fortement la place du Caire historique en tant que patrimoine de propriété classé sur la liste du patrimoine de l'humanité. Beaucoup de gens se mobilisent pour essayer de sauver ce patrimoine et on compte surtout sur les jeunes Égyptiens qui s'étaient réunis en 2016 pour la première fois et qui ont participé à la rédaction d'un article de la nouvelle Constitution pour proposer un dispositif réglementaire qui a été inscrit dans la Constitution pour assurer la protection du patrimoine égyptien et sa transmission. Et cela, quand même, nous donne un espoir dans l'avenir. Je vous remercie. J'ai terminé. Merci beaucoup, Madame El-Kadi, pour cette présentation édifiante et à plus d'un égard aussi attristante parfois. Je pense qu'en tant que professeur d'histoire et peut-être pour mes collègues dans la salle, à plusieurs moments, mon cœur s'est soulevé eu égard aux différents actes de vandalisme et de négligence. Mais en même temps, en effet, une lueur d'espoir que vous avez pu soulever et apporter par la prise en compte du gouvernement égyptien du problème. Alors, je vais laisser la parole à la salle. Alors, dans l'ordre d'inscription, on avait tout d'abord des questions du LFK, du lycée français du Koweït. Si vous avez des questions, prière de lever la main et le technicien va vous donner la parole. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante. Pour la part du LFK, nous avions eu deux questions à vous poser. La première est, quand nous parlons de patrimoine en général, nous avons tendance à traiter plusieurs problématiques. Et l'une d'entre elles fait l'objet de plusieurs débats, celle de s'il faut restituer le patrimoine ou pas. Donc je vous pose cette question puisque nous savons... Comment? Si quoi? S'il faut restituer le patrimoine. Je vous pose cette question puisque nous savons que dans beaucoup de musées à l'étranger, il est possible de trouver de nombreuses œuvres ou artefacts appartenant au patrimoine égyptien. Et donc, selon vous, faut-il les restituer à l'Égypte? Cela vraiment dépend parce que il y a des objets qui ont été acquis légalement, il y a des objets qui ont été offerts par l'Égypte à des pays européens ou autres. Par exemple, les temples qui ont été offerts aux pays qui ont participé au sauvetage de Philae et d'Abou Simbel. Donc, tout ce qui a été acquis légalement et tout ce qui a été offert, on ne peut pas demander sa restitution. Mais ce qui a été, disons, enlevé illégalement à l'Égypte à une certaine époque de l'histoire, oui, c'est légitime de demander sa restitution. Oui, je vous remercie. Et pour enchaîner, juste pour terminer, la deuxième question, elle concerne également l'Égypte. Nous avons vu en classe un exemple très symbolique et il s'agissait d'une mission de sauvetage des temples d'Abou Simbel que vous aviez aussi bien sûr évoqué, qui était menacée par la construction d'un nouveau barrage sur le Nil, si je ne me trompe. Et cela étant dit, nous nous sommes interrogés sur s'il faut reconstruire aussi le patrimoine à l'identique. En général, qu'en pensez-vous? Alors, le nouveau barrage, qui est le barrage d'Assouan, a été construit et tout le monde sait que c'était une œuvre
un ouvrage indispensable pour la régulation des eaux du Nil en Égypte, et c'est ce nouveau barrage-là qui sauve l'Égypte de la famine à nos jours. Oui, pour la construction du patrimoine à l'identique, en fait, il y a énormément d'écoles, hein, et n'oublions pas que ce débat aussi a entouré la reconstruction ou la restauration de l'église Notre-Dame après l'incendie qui l'a détruite partiellement. Le débat concernait est-ce que on la construit à l'identique ou on laisse libre la liberté à l'imagination, et les architectes peuvent aussi ajouter des éléments des éléments de notre époque, parce que n'oublions pas que l'église Notre-Dame a été construite sur plusieurs décennies, et qu'il y a eu aussi des ajouts qui n'étaient pas authentiques. Donc, c'est un très large débat. À la fin, on a décidé de restaurer la cathédrale Notre-Dame à l'identique, hein, et c'est toujours, je crois que c'est ce point de vue qui prévaut, hein, qui prévaut toujours, hein, voilà. Je vous remercie. J'avais une question par rapport à la prise en compte du patrimoine. Est-ce qu'il y a une sorte de différenciation qui est faite par le gouvernement égyptien, une sorte de priorisation, on va dire, en fonction des périodes historiques du patrimoine? Oui, à l'heure actuelle, l'accent est vraiment mis sur la période de l'Antiquité. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de retour en arrière, parce que il y a cette politique de création de musées, cette politique qui rappelle la période antiquisante, entre parenthèses, où on a commencé par la sauvegarde du patrimoine de l'Antiquité pour passer à une époque postérieure et ainsi de suite. Donc, on a l'impression qu'on opère un retour à cette période-là sans vraiment prendre en considération toute la construction, la chronologie de la construction patrimoniale que j'ai évoquée. Et un autre problème qui est lié à cette politique-là, c'est la non-reconnaissance de la nature des sites historiques, des sites patrimoniaux. C'est-à-dire, on ne considère que le monument en soi, alors que depuis très longtemps, et personne au monde maintenant ne considère que le monument, on est passé depuis très longtemps du monument au centre historique. Donc, on intervient pour la modernisation, on démolit, et quand on proteste, on nous dit on n'a pas touché au monument, alors qu'on intervient dans un site classé. Donc, la notion du site classé, nous avons l'impression qu'elle est en train de perdre son sens, quoi. Ce qui est une source d'inquiétude pour nous, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un numéro 2 après la prise en compte du patrimoine antique? Est-ce qu'il y aurait une hiérarchie, en fait, avec les périodes suivantes, enfin précédentes? Là, il y a un projet de régénération du Caire historique, mais avec une méthode qui ne recueille pas un consensus, parce qu'on a commencé par démolir tout le bâti, ou une grande partie du bâti ancien, qui est patrimoine, hein, en argumentant que c'est en très mauvais état. Maintenant, tout ce qui est en mauvais état, on le démolit, on ne le restaure pas. Et sous prétexte que c'est de l'informel, alors que c'est du bâti qui date du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, mais qui s'est détérioré avec le temps. Donc, on démolit et on est en train de reconstruire une ville nouvelle dans la vieille ville, hein,
lui faisant vraiment perdre son caractère historique et son caractère exceptionnel, hein, en habillant les façades, hein, par des motifs anciens, des décorations qui renvoient aux anciennes façades des rues de la vieille ville. Et l'idée aussi, ça serait de transférer 2700 000 habitants de la vieille ville ailleurs, donc le changement de la nature de la population. Donc tout ça, bon, inquiète beaucoup les spécialistes, hein, et on ne sait pas ça va aboutir à quoi. Voilà. Si je peux me permettre rapidement, puisque, qu'est-ce qui a généré cette spéculation foncière dont vous avez parlé? Bon, la spéculation, elle a toujours existé, mais c'est après la Révolution, elle s'est exacerbée parce qu'il y a eu un vide sécuritaire pendant 3 ans. La police s'était retirée et pour reconstruire et revitaliser la police et la faire revenir pour l'application des lois, il y a eu beaucoup de dégâts. Que j'ai montré là. Oui. Oui, excusez-moi, j'en profite pour poser une troisième question. Cette question est, peut-on légitimement vendre le patrimoine, le vendre à l'étranger, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Mais on peut, mais c'est interdit par la loi. On ne vend pas le patrimoine parce que le patrimoine, il doit rester là où il est. Le patrimoine, ça appartient au peuple, ça a été transmis de génération en génération. Donc, il y a des lois qui le protègent, hein, dans le territoire national, à l'intérieur du territoire national. Et toute vente du patrimoine, de toute façon, qui est classée, est illégale. Parce que ça extirpe une partie de notre mémoire, hein, de son cadre géographique, de son histoire, et qui va perdre beaucoup de sa valeur. C'est sûr. Pour rebondir sur votre remarque, j'aurais aimé connaître la position des opinions publiques égyptiennes, de la majorité silencieuse par rapport justement à la vision de ce patrimoine en tant qu'objet de mémoire potentiel. De quel patrimoine, quelle catégorie? Alors, bien sûr. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas consensus autour de tous les objets patrimoniaux, hein. Même le sens patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas très clair. Et le ministère de l'Antiquité est en train d'appuyer, de créer cette confusion, puisqu'il ne reconnaît que les monuments historiques, mais pas les sites classés, hein. Alors, cette histoire de patrimoine, là, on ne peut pas parler d'un seul patrimoine. Bon, bien évidemment, le patrimoine, il comporte beaucoup de catégories. Il y a le matériel, l'immatériel, etc., comme je montrais tout à l'heure. Mais il y a des patrimoines avec S. Il y a le patrimoine des villageois, leur patrimoine à eux, c'est le mausolée d'un cheikh vénérable, hein. Dans les villes aussi, les mausolées aussi sont le patrimoine de ces gens-là, où il y a plein de maulides qui s'organisent autour de ces mausolées-là. Mais quand on leur parle du patrimoine urbain ou architectural, ça vraiment, ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais si on touche à ces mausolées-là, c'est là qu'ils vont se mobiliser, hein. Donc, ce n'est pas du tout évident que tout le monde, que toute la population ait la conscience de l'intérêt de sauvegarder toutes ces catégories du patrimoine-là, hein, et de les transmettre, mais chacun a son propre patrimoine. Et quand on a commencé, il y avait même entre les défenseurs de patrimoine cette sorte disons, de séparation. Mais quand on a commencé notre campagne Sauver le Caire historique en 2014,
il y a eu d'autres mouvements qui ont été créés à Alexandrie, à Mansoura. Donc, il y a eu Save Cairo, Save Mansoura, et à l'intérieur, Save Alexandrie, à l'intérieur du Caire, Save Heliopolis, Save Downtown, Save Historical Cairo, etc., etc. Donc, tous ces mouvements-là se sont associés pour défendre le patrimoine urbain architectural dans toutes les villes. Mais avant 2014, chaque association ou chaque communauté défendait le patrimoine de sa ville. Maintenant, on voit de plus en plus de solidarité dans les rangs de la société civile, mais pas au niveau du peuple tout entier ou de toutes les classes sociales. C'est très difficile de trouver des gens qui embrassent comprennent ce que c'est le sens du patrimoine et qui se l'approprient dans sa totalité et qui le défendent dans sa totalité. C'est-à-dire maintenant, on est depuis 2020 en campagne pour sauver et sauvegarder la Cité des Morts qui fait face à un grand danger de disparition. Et il n'y a pas du tout un consensus autour de notre combat parce que les gens ne connaissent même pas la Cité des Morts, ils ne connaissent pas ses valeurs, la majorité, je veux dire. Certains n'y ont jamais mis les pieds. Donc, nous sommes en train de les sensibiliser, de les mobiliser, d'organiser des conférences, des expositions photographiques. Dernièrement, on a invité les peintres pour aller faire documenter par leur peinture. Les cinéastes vont aussi les rejoindre pour faire des petits films, des petits films documentaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à sensibiliser les gens et à casser leur absence de consensus, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque vous avez étudié les pays du sud de la Méditerranée, est-ce qu'à votre connaissance, il y a un pays qui a une meilleure gestion justement de son patrimoine, une gestion active et efficace? Oui, bien évidemment, la Syrie, avant la guerre, ils avaient une excellente politique de gestion du patrimoine, mais les conditions du patrimoine aussi était très différent du patrimoine égyptien parce que dans les centres historiques, il n'y a pas eu cet exode de la population, surtout des classes moyennes. Beaucoup de classes moyennes se sont maintenues sur place, ce qui a contribué à sauvegarder et pas vraiment à le laisser en déclin, comme ce fut le cas du Caire historique. Il y a aussi, je vais citer aussi le Maroc. Le Maroc aussi a une très bonne politique de gestion et de la sauvegarde. Après beaucoup de temps d'hésitation, de confusion, ils ont vraiment pu conserver, adopter une politique qui est riche d'enseignement. La Tunisie aussi, moins que le Maroc, mais ça rejoint le Maroc. Les autres pays, on ne peut pas vraiment parler parce que, à part les pays du Maghreb, la Tunisie et le Maroc, l'Algérie, beaucoup moins. La guerre civile aussi peut-être a eu un impact sur le retard. Mais la Libye a subi une guerre destructrice. Et puis les pays du Machrek, le Liban, l'Irak, le Yémen, tous ces pays-là aussi ont subi des conflits armés. Mais si on considère actuellement des pays comme l'Arabie saoudite, on constate qu'il y a un mouvement vers la sauvegarde du patrimoine. Ils commencent à avoir recours aux experts égyptiens pour les aider à constituer des collections, à construire des archives et aussi à régénérer, réhabiliter
les centres anciens qui leur restent. Voilà. Ok. Alors que l'Égypte est en recul. C'est ça qui est vraiment très, très regrettable, quoi. Mais elle va se relever, l'Égypte. Donc, je vais vous remercier et on va tous vous remercier pour ce temps consacré et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi. Je vous souhaite à mon tour une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir madame, merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. À tous.